Je suis ravie d'être avec vous et pour parler et peut-être pour échanger ensemble parce que effectivement il n'y a pas de démonstration, je ne vais pas faire d'exploit technique étant avocat, mais j'aimerais partager avec vous en tout cas l'évolution, les évolutions on va dire de la société, les évolutions effectivement du monde juridique dans lequel nous sommes en train de vivre. Euh, L'impact de l'intelligence artificielle sur la surveillance et la vie privée. Rien que ces mots, déjà, vont nous plonger et pourraient nous plonger dans des heures de conférence. Tel n'est pas le cas et je respecterai effectivement le temps qui m'est imparti. Mais effectivement, d'ores et déjà, on peut se dire qu'il y a voilà, beaucoup, on va dire, de défis pas que juridiques, des défis en fait qui sont liés effectivement à notre société, qui sont liés effectivement à l'actualité dans laquelle nous sommes face et par rapport au changement de société euh, que nous vivons actuellement. Alors bien entendu, je vais vous parler d'intelligence artificielle, je vais vous parler du règlement de l'IA Act, mais pas que. On va parler et on va échanger, j'aimerais en tout cas, sur les libertés fondamentales, sur l'éthique, sur ce changement qu'on appelle d'ordre public. Pourquoi maintenant, en 2024, on a beaucoup d'expérimentations. Même la CNIL, l'autorité de contrôle, dit que nous sommes à un tournant. Même la CNIL dit que c'est la première fois qu'elle voit autant de réglementations concernant les données à caractère personnel, donc son cœur de métier qui, on va dire, change la conception même d'appréhender des notions qui sont la biométrie, des notions qui sont la vidéosurveillance, la vidéoprotection et d'autres, on va dire, besoins. Alors, est-ce que c'est au travers des besoins de sécurité? Est-ce que c'est à travers des besoins de protection? Qu'est-ce qu'on appelle la protection? Qu'est-ce qu'on appelle effectivement tous ces enjeux? Et y a-t-il un cadre? Donc, on est face effectivement à des défis juridiques. Eric l'a dit, je suis avocat, j'ai une pratique en conseil et en contentieux, mais ce qui m'intéresse avec vous aujourd'hui, c'est de vous poser et de voir quels sont les principaux textes qui arrivent. Un texte très important qui sera adopté demain. Donc aujourd'hui, on parle de projet, demain, on parlera de règlement intelligence artificielle. Le vote au Parlement européen a lieu demain. Après, il sera publié dans un délai et on a effectivement toute une période d'entrée en application de ce texte. Un texte qui reste, on va dire, dans sa manière de fonctionner, une première, on va dire, au monde dans la gouvernance, de vouloir gérer. Alors, est-ce qu'un tort ou pas? Là, je pose la question, vouloir gérer l'intelligence artificielle. On va voir ce qu'on entend par intelligence artificielle dans mon monde qui est celui du droit. Voilà. Est-ce que cette définition répond aussi aux attentes? Est-ce que cette définition aussi va permettre d'évoluer par rapport à l'avancée technologique qui est celle d'ores et déjà présente? Donc, ce premier règlement sur l'intelligence artificielle, donc c'est un règlement, ça veut dire l'équivalent d'une loi. Ce premier règlement sur l'intelligence artificielle qui donne lieu à beaucoup de débats, hein, beaucoup de débats, effectivement, va fixer et doit fixer des cadres sur quelles sont effectivement les, on va dire, les typologies d'algorithmes d'intelligence artificielle qui peuvent effectivement, les modèles d'IA qui vont être interdits. Parce qu'il y a des modèles qui seront interdits, tout ce qui va être effectivement lié à la discrimination, à l'atteinte aux libertés fondamentales ou autres, d'autres qui vont être régulés d'une manière plus ou moins contraignante. Nous sommes sur un texte, alors, parler en termes d'image, en nombre de pages, ça donne effectivement, nous sommes sur un texte qui, même pour un juriste, est très difficile à lire, hein. On est pour 600 pages. Donc voilà, c'est 600 pages, beaucoup d'annexes, beaucoup d'annexes. Un premier problème, puisque je suis là aussi pour soulever des défis et pour voir avec vous, dans le cadre de la thématique de votre conférence annuelle, c'est aussi un problème de transparence. Le texte qui va être voté demain est un texte uniquement et seulement en langue anglaise. Alors que normalement, un des principes du Parlement européen et de la démocratie parlementaire, c'est d'avoir un texte accessible dans toutes les langues de l'Union européenne. Donc là, c'est un premier, on va dire, défi. On va voter, enfin, le Parlement vote un texte, le Parlement européen, uniquement en langue anglaise, et on sait
On le sait tous, parce qu'on l'a tous connu dans d'autres textes, quels que soient des textes juridiques sur l'environnement, ou y compris le fameux règlement général sur la protection des données, où il va y avoir des enjeux sur la traduction. Donc, la traduction, les mots ont un sens, les concepts, et donc effectivement, comment les équipes de traducteurs vont rendre cohérent ce texte et ne va-t-il pas d'ores et déjà avoir des marges d'appréciation? Donc, effectivement, ce texte, ce règlement, va créer, souhaite créer un cercle de confiance dans ces modèles d'intelligence artificielle qui sont là, hein, qui sont déjà présents. Ce texte aussi crée un ordre public, un nouvel ordre public, et c'est ça aussi les enjeux de ce qu'on va vivre en France dans quelques semaines et dans quelques mois avec les Jeux Olympiques, sur comment on encadre l'économie, comment on sécurise, comment on encadre l'innovation, comment on responsabilise, puisqu'en fait, on en parle moins, on parle de ce texte, mais il y a des directives qui vont changer notre conception de la responsabilité en droit français, puisqu'il y aura une présomption de responsabilité de dommages causés par les modèles IA. Donc un changement aussi de paradigme pour les industriels. Donc ça, je dis, c'est effectivement une innovation avec un mot-clé du texte qui est dit dès le début, qui est la confiance. Donc, est-ce que la confiance, c'est une garantie de liberté? Est-ce que la confiance, c'est une garantie de l'ordre public? On va voir ça un peu plus avant sur les autres textes. Une définition qui est reprise, encore une fois, voilà, ce n'est pas une innovation, cette définition, puisqu'elle est reprise effectivement des travaux de l'OCDE. On parle de niveau d'autonomie, on parle de système intégré, de fonctionnalité, et il y aura ce qu'on appelle des actes délégués, c'est-à-dire des actes qui vont venir préciser, comme il y aura effectivement une autorité qui va être chargée au niveau européen de superviser l'intelligence artificielle au sens large. Donc, une définition longue, et chaque mot peut donner lieu à des discussions, y compris sur le domaine des données à caractère personnel, mais pas que. Parce que vous le savez certainement, tous et toutes ici, le droit, un des grands principes du droit, c'est la neutralité technologique. Or là, on va classer des modèles d'IA par rapport à des technologies. Donc quand je dis on est sur créer la confiance ou recréer une confiance, ou quelle confiance, c'est vraiment pour une fois, et ça c'est une révolution, le droit va se positionner sur des modèles de technologie. Donc, on est sur une approche par des risques. C'est une culture juridique maintenant sur les textes depuis déjà quelques années. Et là, on a aussi, indépendamment des enjeux de quels sont les modèles, quelles sont les typologies de données entrantes, sortantes, la propriété intellectuelle, les risques ou autres, on est aussi sur une approche par des technologies. Et là, c'est un changement dans notre conception du droit. On est aussi sur une nouvelle, peut-être un impact, puisque on sait tous que l'intelligence artificielle, quels que soient les usages, et on va revoir les usages un peu plus avant, c'est effectivement de la donnée, beaucoup de données, personnelles ou non. Ça veut dire aussi, soulève une question, est-ce que la notion de vie privée, qui est une liberté fondamentale, ne va pas elle-même être mise en cause, effectivement, puisqu'on voit que la définition de vie privée, qui est certes dans le droit français, mais qui est aussi dans la Convention européenne, qui est droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance, donc une notion assez large. Donc ce cadre, je dis adopté demain, va poser des questions, des enjeux et des défis. Les enjeux et des défis, on fait face déjà à ces enjeux et des défis, puisque on a une loi qui a été adoptée l'année dernière, qui a fait couler beaucoup d'encre, tant dans les débats que par rapport à certaines positions d'association. Une loi, pareil, on a un changement de conception de la loi, deuxième changement, à titre expérimental et jusqu'au 31 mars 2025. Je les ai mis en gras, toujours pareil pour voir avec les échanges. C'est une autre manière, c'est-à-dire c'est une nouvelle manière de construire les textes de loi.
puisque la loi, effectivement, dans cet article que je vise sciemment, effectivement, les images collectées au moyen de systèmes vidéoprotection, on a une période, et à titre expérimental. Les débats ont porté, y compris la CNIL, dans l'avis qu'elle a rendu sur cette loi, a dit que c'était un changement pour elle, un bouleversement. Je crois que c'est le terme même qu'elle a de mémoire qu'elle dit dans son avis. Ça a été un bouleversement, puisque c'est la première fois. On peut avoir des expérimentations, mais c'est souvent soumis à des conditions, à des décrets, à des précisions, même s'il y a bien entendu des décrets. Et là, on a une période qui est encadrée. Et on est à des fins de sécurité, de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, etc., des circonstances exposées, d'atteintes grains, des images collectées ou autres. Donc, on est à des fins la sécurité. Sécurité, il n'y a pas de définition dans la loi. Une expérimentation. On va revenir sur les expérimentations un peu plus tard. Donc, effectivement, je vous ai dit, technologies qui sont là aussi visées, images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection, etc., etc. Donc, on est en plein apport sur la technologie. Les modalités, c'est le décret avec 8 cas d'usage. Qu'est-ce que c'est des cas d'usage qui abordent la sécurité? Je laisserai ça effectivement à votre sagacité, puisqu'on est effectivement sur la présence d'objets abandonnés, la présence d'utilisation d'armes, non-respect par une personne ou un véhicule du sens de circulation commun, franchissement ou présence d'une personne ou d'un véhicule dans une zone interdite ou sensible, présence d'une personne au sol à la suite d'une chute, mouvement de foule, densité trop importante de personnes, départ de feu. Donc effectivement, si on prend chacun de ces cas d'usage, pas, mouvement de foule, bon. Densité trop importante de personnes, en droit, on aime effectivement un décret, et là pour préciser. À partir de quand on est dans une densité trop importante de personnes? Vous avez peut-être la réponse, moi je ne l'ai pas. On va voir les cas de... Ça va dépendre des lieux. Ça va dépendre des lieux, mais ça va dépendre des lieux. Là, justement, on voit avec Eric qu'on a vraiment tout à titre expérimental. Voilà. Et c'est ça où on a un changement de... Vous le savez tous, la définition de la loi, c'est générale et abstraite. Là, on a ce qui est normal, ça va dépendre des lieux, ça va dépendre des circonstances, ça va dépendre des événements. Or, cette marge d'appréciation, normalement, elle est laissée au juge. On a, en fait, message que je voulais passer près de vous aujourd'hui, on a un changement, effectivement, de la conception. C'est ce qui est aussi un changement de la société, peut-être, à voir ou à discuter. Changement de l'ordre public, la notion d'ordre public. La notion d'ordre public varie suivant la société, suivant effectivement les situations devant lesquelles doit faire face la société. Il y a deux branches de l'ordre public. Il y a un ordre public de direction. J'encadre, j'encadre, effectivement, on voit bien, je sanctionne le cas échéant. Et un ordre public de protection, c'est-à-dire je protège le citoyen, effectivement, parfois même contre lui-même. Donc, on a ce texte qui est très important. Après, on verra s'il restera à titre d'expérimentation ou pas, et qu'est-ce qui se passera après la date de 2025. On a effectivement ce projet de décret comme le texte qui ont donné lieu, je vous l'ai dit, à des positions de la CNIL, des positions du défenseur des droits, vraiment des positions très marquantes pour rappeler l'équilibre. Parce qu'en fait, l'ordre public, qu'il soit de protection ou de direction, doit toujours avoir un équilibre. L'équilibre, c'est effectivement sur quel intérêt? L'intérêt légitime, l'intérêt impérieux, parfois qu'on lit dans des textes, et aussi le besoin. Donc la proportionnalité à chaque fois. Et surtout être informé. Ce n'est pas le fait qu'il y ait une expérimentation, on va voir les effets. C'est quelle information? Quelle information on a tous? Bien entendu, on sait qu'on va vivre les Jeux olympiques et paralympiques vont être un événement majeur. Et effectivement, il va y avoir des mouvements de foule. Effectivement, il va y avoir des densités importantes de population. La présence de personnes au sol à la suite d'une chute, il y en a, je pense, tous les jours. Voilà. Donc, en revanche, vous voyez la dichotomie des choses qu'on peut voir par rapport
au cas d'usage. Comme la présence d'objets abandonnés, je pense qu'il suffit de prendre le métro pour avoir des annonces. Donc, en revanche, c'est le principe de transparence et comment on informe. Comment on informe, nous toutes et tous, de ces surveillances, de ces, effectivement cette protection par des besoins, par différents moyens algorithmiques, et comment on pourrait, le cas échéant, s'y opposer. Et d'une manière aussi simple avec laquelle on nous a informés. Il y a des exceptions sur le droit d'opposition. Alors, je viendrai dessus. Voilà. Mais effectivement, la transparence va être extrêmement importante. Actuellement, vous en avez peut-être entendu parler, mais je vous en parle puisque les débats ont été les mêmes sur ces dernières semaines sur la proposition de loi relative notamment à la sûreté dans les transports. Donc là, on vise un secteur très particulier. Toujours pareil, on a le mot expérimentation. Donc vous voyez la construction des textes qui change dans la consultation d'enregistrement d'images sonores, l'expérimentation à nouveau. Et en revanche, on est sur la pérennisation de l'utilisation des caméras piétons. Euh, donc cette proposition de loi donc, va être examinée par l'Assemblée nationale, donc pour l'instant n'est pas adoptée. On est en stade des discussions. Et à nouveau, on est sur les mêmes enjeux. On est dans le cadre, en plus, une expérimentation de consultation d'enregistrement sonore dans le cadre d'une réponse à une réquisition judiciaire, dans le cadre d'un cadre judiciaire extrêmement précis pour le coup. Là, on est très bien normé. Donc des débats. Ces débats, ils sont pas récents. Ils sont pas récents, en fait, quand on remonte dans les textes, comme on verra sur les expérimentations, sur cette notion d'évolution de l'ordre public, où on a cet équilibre, parfois plus sécurité, parfois effectivement plus transparence, voilà, suivant, mais il doit toujours, les deux plateaux de la balance doivent effectivement trouver cet équilibre pour nous tous avec une nécessité d'un encadrement juridique spécifique, ces besoins. Ces caméras augmentées ont fait l'objet d'une consultation 2022 qui a fait l'objet d'une note de position de la CNIL. Il faut savoir que note de position, consultation publique 2022, ça fait effectivement déjà depuis 2020, voire avant, qu'il y a des expérimentations. Et il faut savoir que la CNIL, comme le défenseur des droits, sont très vigilants sur ces thématiques. Thématiques qui ont fait l'objet de contrôles l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'il faut effectivement que même si c'est une expérimentation, que ça reste dans un encadrement juridique précis, accessible et transparent. Un principe alors de minimisation. Je me pose des questions. La minimisation, quand on sait qu'il y a une collecte, notamment de données sensibles, notamment de données biométriques, il y a des questions qui se posent. Le recours est encadré aux dispositifs les plus intrusifs. Là, on parle de technologie, effectivement. Donc, quelles sont les technologies? Comment on gère effectivement le temps réel? Et comment on intègre effectivement le droit d'opposition? Parce que même s'il peut y avoir des oppositions et des exceptions, ces dernières seront très sectorielles. Il paraît que on va voir maintenant les exemples, parce qu'il y a eu des expérimentations, euh, une dernièrement, allez, on refait les années 80, Dépêche Mode. Dépêche Mode, expérimentation la semaine dernière sur les concerts, sur effectivement, voilà, on n'a pas les résultats, mais effectivement, il y a eu toute une série avec la CNIL présente pour voir comment se passait ce cas-là. La SNCF ou la RATP ont fait aussi depuis quelques années des expérimentations par rapport effectivement à l'usage des caméras augmentées. Alors, il paraît que quand on s'oppose, alors, j'ai regardé effectivement les expérimentations. Il y a énormément d'informations sur les sites, justement pour. Alors, c'est là où il y a l'information, la transparence. Après, quand on voudrait s'opposer, on nous proposerait un autre trajet. Vous voyez, je vous fais sourire. Après, voilà, après avoir. Mais sur effectivement la réalité et l'efficience, l'efficacité du droit des personnes et du droit d'opposition, on se pose des questions. Si on va à l'étranger, parce qu'en fait,
la France, l'Europe. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des projets aussi aux Pays-Bas. Il y a eu des projets, effectivement, dans certaines villes américaines. Ils ont été arrêtés pour l'instant, puisque les technologies étaient très abusives et il y avait des biais qui ciblaient une population extrêmement précise. Ça a été notamment des rapports sur la ville de Los Angeles. Donc, beaucoup, 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 beaucoup d'expérimentations depuis quelques années dans ce domaine. Alors, on voit quoi? On voit des efficacités contestées. Par exemple, quand il y a, alors pas que dans les caméras, mais quand il y a effectivement du profilage, de l'analyse des comportements des personnes, pourra détecter, c'était le cas effectivement aux Pays-Bas sur une population de mineurs, s'il y avait une population qui avait plus tendance, compte tenu du casier judiciaire, de la famille ou autre, à avoir une tendance à la délinquance, ça a été effectivement extrêmement contesté. Rappelons-nous, il y a quelques mois, il y a eu énormément de projets pour mettre en place de la détection auprès des lycées, donc des personnes vulnérables aussi. Alors, énormément de contestations dans le Conseil d'État, voilà. Des arrêts qui ont redit effectivement que ce n'était pas possible sans de garantie, et notamment une effectivité par rapport à un mineur, ça s'appelle une personne vulnérable, donc pas effectivement de présence. Donc, et après, on en a besoin aussi. Là, je vous ai fait un schéma en disant effectivement, on en a besoin. On en a besoin parce que ça peut être une aide à la décision. Et c'est comme ça que le texte du règlement de l'intelligence artificielle, le règlement IAC, le présente. Effectivement, une aide à la décision pour détecter les vulnérabilités dans le cadre des cyberattaques. Effectivement, tout ce qui est algorithme, voilà. Ça peut être une aide à la décision pour la surveillance des foules par rapport effectivement à des événements extrêmement importants qu'on va vivre. Mais ma question, vous l'avez vu, même si on est dans une évolution de société avec tous les textes, et je voulais voir avec vous comment on construisait ces nouveaux textes qui sont, pour une loi, pas gravés dans le marbre, pour prendre une image, mais qui va évoluer. Est-ce que c'est une bonne chose? Je l'ignore, on va le vivre ensemble. En tout cas, on le vit. C'est ça qui intéresse. Il y a des instruments juridiques. Effectivement, il y a le principe de neutralité technologique qui est explicitement dit dans le fameux RGPD, Règlement général sur la protection des données, parce que tout ce qui est intelligence artificielle se nourrit de données. Alors, données entrantes, données sortantes, données analysées, données qui peuvent servir à faire des statistiques, données qui peuvent être croisées, recoupées, enfin voilà. Mais à la base, il y a des jeux de données. Donc, comment on crée ces jeux de données, comment effectivement on s'en sert et comment on a faim. Il y a aussi d'autres textes dont on parle moins, qui sont des textes sur la stratégie de la gouvernance de la donnée. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est important pour un développement de l'économie, pour un développement, par exemple, pour mieux gérer une gestion des stocks ou une gestion des cultures, ça s'appelle le Data Governance Act, donc le règlement sur la gouvernance de la donnée. Il y a le Data Act qui aide aussi via des algorithmes, parce que l'algorithme est partout, l'intelligence artificielle est partout, à mieux gérer certains cas. Et surtout, dans tout ça, je revenais sur ma notion de vie privée. Quand effectivement les mouvements d'une foule, quand effectivement il y a des caméras augmentées en temps réel par rapport à certaines situations, je l'entends bien, mais on voit qu'à titre expérimental, que les cas d'usage sont extrêmement larges. Voilà. Est-ce que la notion de vie privée n'est pas elle-même chamboulée par rapport à ce besoin, effectivement, d'ordre public? Parce que vie privée, normalement, on ne l'expose pas. Normalement, effectivement, c'est une zone de protection. En droit français, on parle même d'intimité de la vie privée. En droit français, la définition du cercle de famille est extrêmement restreinte. C'est-à-dire que, et ça c'est un parallèle qu'on fait souvent dans le cadre du droit de la propriété intellectuelle, le cercle de famille, c'est que si je ne suis pas mariée, alors peut-être que le pacte c'est toléré, voilà, la personne ne fait pas partie du cercle de famille. Une définition extrêmement restreinte, vous voyez, de la notion de cercle de famille. Donc la notion de vie privée, c'est vraiment une bulle, oui, les données, on va dire, et les usages ne devraient pas être exposés de manière. Donc,
Pour ça, le thème de la conférence était effectivement avec cet enjeu de vie privée. Moi, c'est aussi cet enjeu, et je vais soumettre les questions, c'est aussi de créer, voire de rétablir une confiance pour que la technologie, le droit, la vie en société, c'est la confiance avant toute chose. Donc oui, on a des textes, beaucoup de textes. On a une inflation législative en Europe, en France, depuis de nombreuses années. Comment on fait? Parce qu'il y a multiples réglementations nationales, européennes, voire internationales dans ce domaine. Il y a de multiples besoins. Les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques vont montrer certainement une accélération de ces besoins. On verra effectivement le retour, puisqu'il y a effectivement jusqu'en 2025, la date est précise. Il y a aussi des textes qui vont plus concerner le monde des éditeurs, des produits cyber avec le Cyber Resilience Act, qui va concerner l'IoT, y compris l'open source, avec un marquage CE, des questions, donc y compris effectivement des enjeux au regard de l'intelligence artificielle. Et il y a effectivement comment, dans le monde, on va dire, où les échanges se font en un claquement de doigts, comment on fait pour ne pas être confronté aussi à d'autres schémas dans d'autres pays. Il y a effectivement l'usage des caméras augmentées ou autres, on le parle en France dans le cadre, et je pointe un changement d'ordre public, effectivement de la conception d'ordre public, la conception même, je m'interroge avec vous sur les impacts d'un règlement IA ou autre, mais dans d'autres pays, on sait que les caméras augmentées servent à surveiller des populations ou effectivement à avoir une surveillance de masse, ce qui n'est pas le cas dans une démocratie. Donc, effectivement, il y a toujours eu des discriminations, il y a toujours eu des biais. L'usage, effectivement, d'une loi peut être dénaturé, peut être là-dessus. Là, c'est juste la capacité exponentielle. La multiplication des interactions, effectivement, on multiplie les cyberattaques. Vous le savez mieux que moi, les attaquants s'en saisissent déjà. On voit tous les jours aussi des attaquants qui utilisent ce recours à l'IA. Présentent des risques de dépendance, une dépendance aux technologies. On est déjà tous dépendants de nos smartphones. Voilà. Donc, l'adaptabilité aussi. Donc, il y a effectivement des questions de société. Si on revient effectivement sur qu'est-ce qu'il faudrait faire comme bonne pratique ou pas, c'est déjà effectivement se questionner, s'interroger sur les notions, le caractère expérimental ou non. Après, d'un point de vue juridique, je l'ai dit, cette transparence, l'information avec des moyens, si on a envie, donc vraiment la liberté individuelle de se poser, de s'informer, de faire des recours, de se questionner, c'est important. Voilà. Il faut savoir qu'effectivement, que tout ce qui est système d'analyse avec de l'intelligence artificielle est soumis à des analyses d'impact sur la vie privée, donc c'est des gestions du risque, quelles contre-mesures, quelles mesures de sécurité ou autres je mets pour bien sécuriser les enjeux. Alors, auditer, je dirais que c'est vérifier aussi, c'est un audit bien sûr d'un point de vue technique, mais aussi des vérifications sur est-ce que l'usage que j'ai choisi, est-ce que la finalité principale, est-ce que les finalités vont pas évoluer. Pour ça qu'on a effectivement une évolution actuellement des technologies, de la manière d'encadrer même le cadre juridique par les risques, moins de neutralité technologique, plus d'expérimentation dans les textes. Je pense que le doyen Carbonnier se retournerait dans sa tombe de manière de construire des textes juridiques qui ne sont pas une règle générale et abstraite qui évolue peu, justement parce qu'elle est construite d'une manière générale et abstraite, et une volonté effectivement d'avoir un changement de paradigme par rapport à l'ordre public, c'est-à-dire dans la société dans laquelle nous vivons. Et certainement un impact sur la notion de vie privée que nous connaissons actuellement. Donc on vit dans un monde passionnant, ça qui est voilà, un monde qui bouge, un monde passionnant, que ce soit d'un côté technique, bien entendu, d'un côté des usages. Après, effectivement, la menace est là, donc on doit effectivement, il y a toujours cet équilibre ou autre. Les recommandations et peut-être le côté esprit critique que nous avons tous, en tant que Français, on est bien connus pour toujours se questionner et critiquer, mais surtout l'esprit critique, là, pour le coup, c'est de se dire que peut-être les événements
importants qu'on va vivre, qui vont être les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, vont nous permettre effectivement, grâce à différents cas d'usage, de voir, et ayant un côté extrêmement positif et croyant effectivement dans la richesse humaine, de sortir de ces expérimentations un cadre, on va dire, dans lequel le droit des personnes, nos libertés individuelles fondamentales et nos besoins de sécurité, et donc de cybersécurité, seront là pour avoir un vrai cadre de confiance et non pas de défiance, certains qu'on peut attendre. Pour ça, j'ai utilisé ce tab rétablir ou établir la confiance, puisque parfois on entend dire beaucoup de choses. Bien entendu, je me questionne comme vous, personne n'est naïf, c'est très bien qu'il y a des choses qui vont rester gravées. Effectivement, mais le terme expérimentation veut dire aussi faudra en tirer les conséquences. Et la conséquence d'un point de vue juridique, si une loi est expérimentale, faudra reprendre une loi, ça s'appelle le parallélisme des formes, pour que cette loi ne soit pas, quant à elle, expérimentale. Mais ça sera effectivement un débat que nous aurons dans les prochaines années, mais vivons déjà en se questionnant. Je vous remercie. Avant les questions, Nicolas, est-ce que tu peux couper